Parfait. Bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Gomez. Je suis dans la classe de DevOps à Polytech Montpellier et aussi en alternance à Comwatt, qui est une petite boîte qui bosse dans le solaire. Et à Comwatt, je suis apprenti ingénieur DevOps. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit concept qui vient de la communauté DevOps, qui s'appelle le GitOps. Alors, le GitOps, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien illustrer ça par une petite histoire, donc je vais vous raconter une petite histoire très rapide. Imaginez, ça c'est votre prod, c'est votre infrastructure, peu importe, il y a des applications qui tournent dessus, c'est bien, des configurations réseau, etc. Et vous devez gérer ça pour X ou Y raison. Elle est en place, tout est OK. Par contre, vous avez besoin de faire un petit patch. Voilà, il y a une variable d'environnement qui doit être changée, un truc comme ça, parce qu'on a décidé de la changer. Donc on fait un petit patch. Ensuite, on doit faire un autre petit patch un mois plus tard parce qu'on a besoin de rajouter une petite configuration réseau parce qu'il y a une nouvelle application qui est arrivée sur l'infrastructure. On fait des patchs et des patchs comme ça au fur et à mesure des années. Et après, notre infra, elle ressemble à ça. Et maintenant, si je vous dis qu'il s'est passé 2 ans entre tous ces patchs et que vous devez retrouver le nom de votre variable et la raison de pourquoi vous l'avez modifié. Bon, bah, c'est un peu difficile, forcément. Donc, du coup, c'est quoi la solution? On pourrait se dire, bon, bah, on fait un Google Doc et on met toutes les modifications et on va dire, bah, tel temps, j'ai fait telle modification parce que tel truc. C'est un peu chiant. Donc, on ne va pas faire ça. À la place, on va utiliser le GitOps et on va utiliser un outil que je pense vous utilisez quasiment tous, qui s'appelle Git, mais plus largement votre Version Control System, votre VCS, qui est en fait l'outil qui vous sert à versionner des applications ou versionner votre code. Eh ben, on va se dire, on va utiliser cet outil aussi, mais pour mon infrastructure. Comme ça, bah, plus de problème, je sais pourquoi j'ai fait telle modification et je vais avoir un historique clair. Je vais pouvoir aussi travailler en équipe parce que je saurai qui a fait telle modification. Voilà, on va pouvoir avoir un peu tout le flow qu'on a quand on code en fait. Mais pour ça, il va falloir réussir à toutes les configurations qu'on a, tous ceux sur quoi on a la main, tous ces fichiers-là, eh ben, il va falloir réussir à les mettre sur des fichiers. Un peu comme notre code, hein, notre code en JavaScript, peu importe, c'est sur des fichiers. C'est pour ça que ça peut être versionné par Git. Et donc, du coup, le GitOps, c'est ça, en fait. C'est de se dire, tout ce sur quoi j'ai la main, tout ce que je vais être amené à paramétrer, je ne vais pas le faire graphiquement, etc. Je vais le faire sur des fichiers, du code, des trucs sur lesquels je peux utiliser Git, en fait. Je pourrais vous lister tous les avantages et les désavantages du GitOps, comme ça, un peu à la va-vite, mais ça va être un peu fastidieux et ça va être un peu chiant pour vous. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on tienne un petit carnet de notes comme ça, sur lequel on va noter tous les avantages et tous les désavantages aussi, et les petits pièges qu'il faut éviter sur les GitOps. Donc déjà, on peut rajouter dans un premier temps le fait qu'on puisse, avec GitOps, versionner notre infrastructure. Et ça, c'est un gros avantage. Je propose à tous ceux que j'ai déçus en disant que le GitOps, ça ne se mange pas, de dresser une petite recette de cuisine de comment on va déployer notre application avec la manière GitOps. Donc du coup, pour déployer votre application, il vous faut dans un premier temps une infrastructure à toute épreuve. Parce que forcément, on a une application, mais il faut la poser quelque part pour la rendre publique et la rendre disponible à nos utilisateurs. Ensuite, il va falloir un processus de déploiement clair. Donc, comment je vais mettre mon application sur mes serveurs, sur déjà toutes les dépendances et tout ce que j'ai construit. Et dans un dernier temps, il va falloir se poser la question de comment on va gérer les mots de passe. Parce que forcément, les mots de passe, on ne va pas les mettre dans un fichier, on ne va pas les push dans son repo Git, surtout s'il est public, s'il vous plaît. Donc, on va devoir se poser cette question-là. Donc, la première étape, confectionner son infrastructure. Comment on fait? Alors, du coup, si vous avez une petite application, un petit site web statique HTML, JavaScript très classique, il y a des solutions assez simples qui existent, par exemple GitHub Page, GitLab Page, Netlify, tous ces trucs-là, qui vont vous permettre, en fait, une fois que vous pushez votre code sur votre repo Git, il va venir détecter ça automatiquement et vous déployer et gérer l'infrastructure pour vous. On a un peu la même manière si on a un back-end
pour notre front-end ou qu'on a besoin de quelques bases de données, une infrastructure assez simple en fait, au final. Ça s'appelle les PaaS, les plateformes as a service. En gros, voilà, c'est les cloud providers qui vous disent bah, voilà, donne-moi ton code et puis moi, je vais le mettre en production et je vais gérer l'infra, t'inquiète, tout va bien se passer. Maintenant, si on a besoin de configurer une infrastructure un peu plus complexe, ça peut être pour des raisons de coût, parce que bah, les plateformes as a service, ça peut coûter un peu cher et tout. Laisser les gens manager, forcément, il faut les payer. Ça peut être pour des raisons de sécurité ou que vous n'avez pas confiance en les cloud providers, peu importe. Mais en tout cas, si vous vous dites j'ai envie d'avoir la main sur mon infrastructure, bah forcément, il va falloir se poser la question de bah, tous ces trucs-là, il faut les configurer. Et donc, du coup, comment je vais pouvoir gérer mon infrastructure avec des fichiers. Donc, comment je vais pouvoir créer de l'infrastructure via des fichiers. Et ça a un nom, ça s'appelle l'infrastructure as code. Donc, un nom assez clair, on va venir coder notre infrastructure de manière, ce qu'on appelle déclarative. De manière déclarative, ça veut dire, je dis, je veux tel VM qui tourne à tel endroit. Et ensuite, l'outil va venir se débrouiller pour faire les actions qu'il faut pour que ce que je lui ai dit, ce que je lui ai déclaré, soit déployé dans le cloud, déployé un peu où je veux. Le héros de l'infrastructure as code, il s'appelle Terraform. Voilà. C'est un outil qui vous permet de faire exactement ce que je vous ai dit, de pouvoir coder votre infrastructure de manière déclarative. Donc du coup, avec Terraform, oh, bah c'est coupé, dommage. Créer une VM sur Google Cloud Platform, ça devient ça. Et là, c'est pas coupé, voilà. Créer un record DNS sur Gandhi, ça devient ça. Et créer une base de données relationnelle sur AWS, ça devient ça. Donc, il y a peut-être un truc qui vous fait percuter là rapidement en voyant ça, c'est que ça a l'air d'être un petit peu plus fastidieux. Ça peut être un peu plus intimidant parce que bah, avec une interface graphique où j'ai des petits sliders en me disant je veux tel temps de VM à tel endroit, etc. Par rapport à coder et du coup avoir toute une logique de code pour de l'infrastructure, ça peut être un petit peu intimidant, ça peut rebuter certaines personnes. Donc du coup, on va mettre ça dans notre petit carnet. Voilà, c'est un peu intimidant le GitOps. Terraform, ça se base globalement, le fonctionnement de Terraform se base sur 4 mots-clés. Le mot-clé principal, la brique élémentaire de Terraform, c'est les ressources. Les ressources, c'est la brique élémentaire, donc ça va être par exemple une VM, une configuration réseau, ça peut être une base de données, etc., etc. Après, on a toutes les logiques de code. Forcément, Terraform, c'est de l'infrastructure as code, donc ça implémente toutes les logiques de code, à savoir la création de variables. Vous avez aussi tout ce qui est for loop, etc., pour pouvoir gérer dynamiquement des ressources et du coup en générer plusieurs à la fois. On a aussi les mots-clés data qui nous permet en fait, d'aller chercher de l'infrastructure sur laquelle on n'a pas la main pour en extraire de la donnée et ensuite l'utiliser dynamiquement dans nos ressources. Et enfin, un énorme point fort de Terraform, c'est le module. Le module, c'est un ensemble logique de variables, de ressources et de data qui vont vous déployer quelque chose de concret. Donc c'est fait pour abstraire des ressources. Là, on voit par exemple sur ce graphe que j'ai déployé toute une stack de monitoring. Donc en fait, l'avantage avec les modules, c'est que vous allez pouvoir abstraire certaines choses qui vont permettre après, derrière, à d'autres personnes de réutiliser votre module en le paramétrant, etc. Un des exemples que j'aime bien donner, c'est dans une entreprise, on a toujours plusieurs environnements. Un environnement qu'on appelle de production, qui est l'application sur laquelle les utilisateurs vont. Et on a aussi, très souvent, un environnement qu'on appelle de pré-production, de staging, qui est en fait une espèce de bêta. Et donc, c'est un environnement sur lequel on va push des features, on va les tester, et une fois que c'est OK, hop, on met en prod. Donc, du coup, généralement, on dit que la pré-prod, c'est quelque chose qui est isoprod, qui est censé cloner la production. Donc, du coup, il va y avoir énormément de patterns qui vont se retrouver dans l'infrastructure entre la prod et la pré-prod. Et l'utilisation de modules, ça nous permet de ne pas avoir à reconfigurer 2 fois le même environnement ou quand on doit faire une modification, de pouvoir l'appliquer directement aux deux parce que vous faites un module avec tout ce qui est commun entre votre prod et pré-prod et ensuite après dans la prod et la pré-prod, vous importez le module et vous le configurez comme vous voulez. Donc ça, c'est un gros avantage de Terraform, donc on va le rajouter juste ici, c'est la modularité. La modularité et c'est même un gros avantage de GitOps, pas que de Terraform.
Euh, Après, il faut faire attention à pas partir trop loin, voilà. Parce que bah, la modularité, j'imagine vous en avez fait l'expérience quand vous codiez des applications. Il faut faire attention à ne pas vouloir trop abstraire des trucs et vouloir faire une infrastructure qui se build en une seule commande qui fait tel truc et tel truc et tel truc. Parce qu'en fait, vous risquiez d'y passer énormément de temps, alors que de base, vous êtes dit, je vais adopter le GitOps pour gagner du temps. Donc, un petit souci, risque d'en faire trop. Voilà. Ensuite, avec Terraform, vous avez un concept qui est très cool qui s'appelle le state. Donc, pour pouvoir gérer de manière déclarative vos infrastructures et pouvoir vous appliquer toutes les modifications que vous avez faites dans votre code, Terraform, il va, entre votre infrastructure et votre code, gérer ce qu'on appelle un state, qui est un fichier dans lequel il y a marqué l'état de votre infrastructure. Et du coup, gros avantage avec ça, le state, en fait, et le fait de coder de l'infrastructure de manière déclarative, ça apporte ce qu'on appelle de l'idempotence. L'idempotence, c'est si je... En fait, peu importe ce que je vais faire, si mon code ne change pas, ça va donner la même chose. Et donc, du coup, avec ça, un exemple, ça peut être, si j'ai envie de créer des environnements de review à chaque fois que j'ai un développeur qui fait une pull request, une merge request d'une branche vers la main, si j'ai envie de monter toute une infrastructure en entier pour que le développeur derrière qui le review ait accès à l'environnement, mais avec la nouvelle version, et ben, du coup, je vais avoir ce besoin-là de monter, démonter des infrastructures au fur et à mesure de mes PR. Donc ça, je ne peux pas le faire graphiquement. Je ne vais pas à chaque fois qu'un développeur ouvre une PR, aller sur ma console AWS ou peu importe et créer les ressources à la main. Ça ne marche pas. L'avantage avec l'idempotence, c'est qu'on va pouvoir construire et détruire automatiquement notre infrastructure si on en a besoin. Donc c'est un avantage. Après, on va avoir un petit souci, c'est que pour pouvoir gérer le state, forcément, on a un état intermédiaire entre ce qu'on veut et ce que l'infrastructure est. Et du coup, ce state, il va falloir gérer les différences entre l'état réel de l'infrastructure et ce dont on a envie qu'elle soit. Donc ce qu'on a codé dans nos fichiers. Et du coup, il va falloir gérer ce qu'on appelle le drift, qui est en fait la différence entre votre code et l'état réel. Donc, il faut faire attention à toutes ces logiques-là et bien gérer ce truc-là. Ensuite, le gros avantage du GitOps, alors, voilà, c'est qu'on a une énorme vue d'ensemble sur notre infrastructure. Forcément, toutes nos configurations et tout ce sur quoi on a la main, ça va être dans des fichiers. Et du coup, on peut organiser ces fichiers comme on veut. Après, c'est à vous de trouver un peu votre framework de travail parce qu'il n'y en a pas qui est imposé, il n'y a pas de convention chez Terraform. Mais du coup, on va pouvoir, par exemple, là, j'ai organisé en fonction de la prod et de la pré-prod et de certains environnements que je vais déployer. L'avantage, c'est que je vais avoir une grosse vue d'ensemble sur mon infrastructure globale. Et du coup, si jamais à un moment, ça nous arrive tous, j'ai fait une petite erreur de configuration qui mène à un problème de sécurité, une faille de sécurité, et bah, du coup, en ayant une vue d'ensemble sur mon infrastructure et en sachant qu'est-ce qui plante et qu'est-ce qui ne marche pas, eh ben, je vais pouvoir facilement repérer où est le problème et le patcher beaucoup plus rapidement que si j'avais fait une modification sur ma console Google Cloud Platform ou des trucs comme ça. Donc voilà, gros avantage. Ensuite, maintenant, c'est bien Terraform pour pouvoir lancer dynamiquement, lancer des éléments d'infrastructure chez les cloud providers, des trucs comme ça. Mais si moi j'ai envie de partir sur des serveurs physiques, sur ce qu'on appelle une infrastructure bare metal, je fais comment? Parce qu'avec Terraform, c'est un peu difficile d'avoir à gérer des VM, des trucs comme ça sur des infrastructures locales. Pour ça, gros avantage, c'est qu'on a d'autres outils GitOps qui marchent. Donc, disons que sur mon serveur, j'ai envie de déployer des VM. J'ai un outil qui s'appelle Vagrant, qui va me permettre de lancer dynamiquement des VM de manière déclarative, un peu à la manière de Terraform. Donc un fichier Vagrant, ça a un peu cette gueule-là. Et avec, je vais venir déclarer mes VM. Je peux gérer des boucles forts, etc. et générer un nombre de VM paramétré par une variable. Je peux venir configurer l'outil avec lequel je déploie mes VM, libvirt, VirtualBox, bref, plein de trucs comme ça.
Et du coup, à la manière de Terraform, donc déclarativement, je vais pouvoir créer des VM sur mes serveurs. Donc là, c'est bien. J'ai des serveurs physiques qui tournent, j'ai des VM dessus, mais il n'y a rien dessus en fait. Donc si je mets mon application dessus et que je la lance, ça va me dire ah bah il manque un truc, il va me manquer mes dépendances en fait. Et donc du coup, il va falloir trouver un moyen de gérer ces dépendances. Si j'ai besoin d'installer un environnement Docker, un cluster Kubernetes, ou même installer des packages Python, ou mon binaire il a quelques dépendances, va falloir gérer ça. Pour ça, on a un bel outil qui s'appelle Ansible. Ansible, c'est un outil qui nous permet de se connecter à distance sur des machines via SSH et d'y lancer un certain nombre de commandes. Donc, du coup, avec cet outil-là, on va pouvoir venir lancer les commandes qu'il faut pour installer nos dépendances. Terraform, Terraform, ça a cette gueule-là. En opposition à la manière déclarative de Terraform et de Ansible, ça a cette gueule-là, pardon. En opposition à la manière déclarative de Terraform, Ansible, ça marche de manière impérative. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession de tâches qui vont être exécutées et qui, derrière, vont venir produire le résultat qu'on veut. Donc du coup, là, j'ai un petit fichier dans lequel je dis je veux que tu m'installes tel fichier qui se retrouve à telle adresse. Ensuite, tu vas lancer une petite commande bash, tu vas copier un fichier sur la machine distante, etc. On peut faire beaucoup de choses avec Ansible, avec plein de modules, plein de librairies qu'on peut lui rajouter. Et du coup, ça va nous permettre de configurer tous nos environnements. Et donc du coup, avec ça, normalement, peu importe mon cas, moyennant certains cas très spécifiques, je devrais avoir une infrastructure qui marche bien avec tout qui est codé, donc tout versionné avec Git, etc. etc. Donc du coup, c'est bien, mais maintenant il va falloir que je déploie mon application dessus. Et donc du coup, forcément on s'est dit GitOps, il faut que j'ai tout ce sur quoi j'ai la main, donc le déploiement de mon application, j'ai la main dessus. Il va falloir que ce soit sur des fichiers. Il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle un pipeline de continuous deployment. Et donc, du coup, alors, si j'ai une application HTML, JS, un site web statique ou un back-end, bref, si je suis sur un plateforme as a service, c'est simple parce qu'en fait, c'est géré par eux. Donc là, on est OK. Et du coup, on respecte la philosophie GitOps parce que le code, ce sur quoi on a la main, c'est sur des fichiers, c'est versionné par Git, c'est OK. Maintenant, si je me retrouve encore dans mon cas d'infrastructure classique, enfin d'infrastructure un peu plus complexe, ça va être à moi de créer ma logique de déploiement. Et forcément, je n'ai pas envie de faire SSH prod à chaque fois que j'ai envie de déployer mon application, donc je vais dire que je vais vouloir déployer ça automatiquement. Et le fait d'avoir ma logique de déploiement sur des fichiers, peu importe comment je la gère, ça veut dire que je peux exécuter cette logique de déploiement un peu automatiquement en fonction de si je merge sur main ou si je crée des PR, bref, avec quelques triggers. Et donc, du coup, j'ai un gros avantage de continuous deployment, de déploiement continu. Et à chaque fois que je vais venir itérer sur mon application, créer de nouvelles versions, je vais pouvoir déployer automatiquement mon application. Maintenant, dans le continuous deployment, comment on va faire? Comment on va faire pour gérer ça? Il y a un peu deux écoles. Il y a l'école du push et l'école du pull. Alors, le push, je pense que c'est ce que beaucoup de gens connaissent à peu près, si jamais vous avez touché un peu à de la CI/CD, etc. Le push, il dit à chaque fois que j'exécute un pipeline de CI/CD sur mon repository, je vais venir déposer mon application sur mon infrastructure. Je vais venir push mon application sur mon infrastructure. Donc, on délègue à la CI/CD le rôle de déployer l'application. Le pull, ça va être l'inverse. On va se dire, OK, sur mon infrastructure, j'ai envie de créer de déployer un processus qui va venir regarder mon repo et regarder s'il y a des modifications entre le repo et l'état réel de mon application. Est-ce qu'il y a une différence de version ou pas? Et s'il y en a une, il va pouvoir s'update automatiquement ou manuellement. Ça, c'est à nous de le paramétrer. Donc, pour rentrer un peu plus en détail du push, voilà un petit exemple, un pipeline de CI/CD sur, il me semble, GitHub.
Ça marche un peu comme Terraform dans le sens où c'est impératif. Donc, on va venir déclarer des jobs qui vont venir build, etc. notre application. Donc, exécuter une succession de tâches qui vont venir build mon application. Et ensuite, créer un autre job, par exemple, de déploiement qui va venir, lui, exécuter une suite de tâches pour déposer ce que j'ai build sur mon application. Et du côté du pool, on a un outil qui est vraiment très pratique qui s'appelle Argo CD. Argo CD, ça applique exactement ce que je vous ai dit pour le pool. C'est un démon qui va tourner sur votre cluster et qui va venir regarder votre repository, regarder s'il y a des changements dessus. Et s'il y a des changements, il va venir appliquer ces changements directement en déployant les applications, la nouvelle version des applications, ou venir vous alerter de « Ah, regarde, fais gaffe, il y a un changement. » Donc du coup, il faut que tu déploies l'application, enfin, il faut que tu cliques sur un bouton pour déployer l'application. Bref, c'est un gros avantage là-dessus parce que du coup, on a juste à lui donner un accès en read-only à notre repo et lui, il va venir watch le repo et checker les changements. Donc là, normalement, on a une infrastructure et on a notre application dessus. Tout est OK. Mais il y a un petit souci. Mon application, elle crache. Pourquoi? En fait, elle n'arrive pas à se connecter à la base de données. Ouais, je ne lui ai pas donné le mot de passe parce que je n'ai pas push les secrets sur le repository. Donc du coup, il va falloir gérer ça. Alors bon, il y a la solution post-it. Je peux écrire mes secrets sur un post-it et le coller sur mon ordinateur et je l'injecte dans les applications à la main. Bon, ça marche pas trop, hein, c'est pas ouf. Donc du coup, on va pas utiliser ça, s'il vous plaît. Par contre, on a des solutions qui existent. Une d'entre elles, c'est Bitnami Secrets, qui est en fait une solution de gestion de secrets. Ce qu'ils se sont dit, eux, c'est j'ai pas le droit de push mes secrets sur mon repo. Bon, je vais quand même le faire. Mais à la différence que je vais venir chiffrer mes mots de passe. Je vais venir les chiffrer, les push sur mon repo. Donc là, tout est OK parce que même si les gens ils voient le mot de passe, il est chiffré, donc ils ne vont pas pouvoir le déchiffrer. Et sur mes serveurs, je vais avoir un processus qui va être le seul détenteur de la clé privée, donc la seule instance qui sera capable de déchiffrer ma clé, de déchiffrer mon mot de passe. Donc du coup, quand je push sur mon repo, ça va venir déployer mon secret chiffré dans mon infrastructure. Le processus de Bitnami Seed Secrets va venir voir qu'il y a un secret qui a été push. Il va se dire « Ah, celui-là, il faut que j'injecte dans telle application. » Il va venir le déchiffrer et ensuite l'injecter automatiquement dans l'application via variable d'environnement, via fichier. Ça, c'est à vous de le paramétrer. Il y a une autre solution. C'est les solutions de secret management. Voilà. On voit l'image, c'est mieux. Donc Vault, c'est une solution de secret management. C'est un peu comme votre password manager. Vous allez venir y stocker des mots de passe dessus et via une API, bien sûr authentifiée. Donc là, ça craint rien. Vous allez forcément le déployer sur votre infrastructure. Et lui, dès qu'il y a une application qui dit ah j'ai envie d'accéder à tel secret, si Vault détecte qu'elle est bien authentifiée et qu'elle fait bien partie de votre cluster, il va lui donner le secret. Et du coup, il va pouvoir gérer comme ça vos secrets. Et le gros avantage de ce truc-là, c'est qu'on peut appliquer des solutions de rotation de secrets. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on a des mots de passe qui, en fait, sont changés tous les mois, tous les X temps. C'est à vous de le paramétrer. Et donc, du coup, niveau sécurité, c'est un gros plus parce que si vous vous faites voler un mot de passe, au moins vous savez qu'il va durer que 2 semaines, ou vous pouvez même vous-même automatiquement, en cliquant sur un bouton, le changer parce que vous savez qu'il a leak, ou des trucs comme ça. Donc là, normalement, c'est OK. Mon application, elle a arrêté de crash parce qu'elle a réussi à se connecter à la base de données, parce que le Vault lui a injecté un secret, et du coup, tout est bon. J'ai mon infrastructure, j'ai mon application qui tourne sur mon infrastructure, et tout est OK. Donc du coup, je vous propose, pour illustrer un peu mes propos, de passer à une petite démo. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que, alors, je ne vais pas faire de A à Z la création de VM, etc. sur mon serveur, parce que forcément, ça prend un petit peu de temps. Vous vous doutez bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-créé des VM, et ensuite, on va venir paramétrer l'application, paramétrer l'infrastructure, l'application et la gestion de secrets, etc. Via des outils GitOps.
Donc je vais juste, hop, pardon, display. Voilà, vous me voyez? Nickel, vous me voyez. Parfait. Donc là, j'ai déjà, sur mon serveur, déployé des VM et configuré un cluster Kubernetes dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir de notion de Kubernetes pour comprendre ce talk. Il va y avoir quelques trucs en rapport avec Kubernetes, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est de comprendre qu'en fait, on a déployé l'application via des fichiers et que tout ça, c'est versionné avec Git et que c'est OK, en fait. Donc du coup, si on regarde un peu vite fait dans le code, pour créer les VM qui sont en train de tourner sur mon serveur, j'ai utilisé cette vagrant file. En fait, je crois que c'est même ce que vous avez vu sur le diapo. Donc, j'ai créé une VM master. Je lui ai donné un hostname, un IP. J'ai créé mes nodes ici, qui sont au nombre de 3. Pareil, hostname, IP. Et ensuite, si vous voyez ici, j'ai provisionné mes VM. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que mes VM ont été lancées, Vagrant, l'outil qui a déployé les VM, peut automatiquement lancer via un module un script Ansible. Donc, c'est-à-dire que j'ai juste à faire un Vagrant up, qui est la commande pour lancer vos VM, et automatiquement, les VM vont être lancées et configurées avec déjà le cluster que vous voyez ici de préfet. Donc, j'ai juste eu à lancer une petite commande pour lancer tout ça. Si on va regarder du côté du script Ansible, le plus important, c'est de regarder comment il a setup les masters. Bon, bah voilà, il installe un cluster Kubernetes via une solution Kubernetes qui a été créée par SUSE qui s'appelle K3S. Il get le token pour pouvoir lier le master avec les nodes. Et ensuite, il me copie la configuration qu'il faut pour que moi, avec mon PC ici, je puisse parler à mon cluster distant. Voilà, donc du coup, de manière impérative, avec des tasks. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on a un cluster, mais on va devoir le paramétrer. Donc du coup, hop, je vais venir, dans un premier temps, paramétrer Terraform, prod, mon cluster Kubernetes, donc c'est-à-dire pouvoir créer toutes les ressources Kubernetes qu'il faut pour que je puisse déployer mon application et aussi déployer toutes mes solutions de secret management, de monitoring, etc. Donc du coup, je vais faire un Terraform init, hop, qui va avoir pour effet de télécharger toutes les librairies que j'ai utilisées dans mes fichiers Terraform. Et ensuite, je fais un Terraform apply pour lui dire, bon, bah, je veux que tu crées mon infrastructure. Alors là, vous voyez, il a dit, bon, bah, il n'y a rien sur ton infrastructure, forcément. Donc du coup, j'ai 28 ressources à ajouter. Donc, moi, je vais lui dire, vas-y, pas de souci, déploie-moi tout ça. Et si on regarde, on va regarder dans les namespaces dans un premier temps. Les namespaces, c'est en gros un groupement d'applications qui ont une logique entre elles et qui doivent se parler entre elles, pour faire très simple. Donc là, on voit qu'il a déployé tous mes trucs, hein, parce que je lui ai dit, oui, je veux que tu déploies. Et si on regarde dans les pods, prenez comme synonyme pod, c'est un processus qui tourne sur mon cluster, pour faire simple. Donc là, il a créé certains pods, vous voyez. Ça, c'est tout ce qui est gestion de réseau. J'ai déployé une solution qui permet de gérer le réseau et j'ai aussi déployé ce truc-là, Cert Manager. C'est une solution qui va me permettre de générer automatiquement des certificats SSL pour pouvoir faire du HTTPS sur mes applications. Donc du coup, bah, je vais avoir mes applications qui seront disponibles en public et via du HTTPS. Là, normalement, on est encore en train de créer. Donc on va attendre un petit peu. Ce qu'on peut regarder, c'est vite fait que ce qu'on peut regarder, ça va être le code plutôt. Donc vous voyez qu'ici, j'ai utilisé des modules parce que entre ma prod et ma pré-prod, j'ai réutilisé les mêmes modules. Et si on va regarder dans le module, ce qui se passe, c'est que voilà, je déploie des ressources Kubernetes qui vont permettre de paramétrer le réseau et paramétrer mes certificats HTTPS, etc. Ici, j'ai toute ma création des namespaces avec les quotas, etc. Tous les gens qui ont accès aux namespaces en mode admin, reader, etc. Et tout ça, je l'ai abstrait via des modules. Toujours en train de créer, bah dis donc. Il met un petit moment, on va attendre. Je vais regarder que tout est OK. Ah, ça devrait être OK là. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, j'ai ajouté 28 ressources. Ta configuration de cluster, elle est OK. Bon, bah c'est bien, mais pour l'instant, j'ai rien dessus. Donc dans un premier temps, je vais venir déployer ma solution de secret management. Donc je déploie un Vault en fait, tout ce que je vous ai expliqué, l'espèce de password manager qui va donner les mots de passe à toutes mes applications. Forcément, si j'ai envie de déployer des applications derrière, il faut qu'elles puissent utiliser des secrets, donc c'est le premier truc à déployer en fait.
Donc je fais un Terraform Apply, c'est un alias pour Terraform Apply, pour être plus rapide. Hop, il va me dire, j'ai deux trucs à ajouter. En l'occurrence, j'ai ton Vault à déployer et j'ai une configuration réseau pour pouvoir exposer ton Vault à l'extérieur. Donc je lui dis, ouais, vas-y, déploie-moi tout ça. Et là, si on check, on devrait avoir, normalement, voilà, un petit processus Vault qui se lance. Il est en pending, donc il est en train de se démarrer. Et voilà, là, il est en running. Donc, ce qu'il faut savoir avec Vault, c'est qu'il a une notion, ce qu'on appelle de sealed, il est scellé. Donc, un peu comme un coffre-fort, hein, il est scellé. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir lui demander des mots de passe, il va falloir le déceler dans un premier temps. Donc, c'est pour ça qu'il me dit là, regarde, c'est rouge, il n'est pas prêt ton Vault, parce qu'en fait, il est scellé. Et donc, du coup, pour l'instant, je ne peux pas y accéder depuis l'extérieur. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un port forward pour pouvoir accéder à mon Vault depuis ma machine locale. Donc, j'ai fait un port forward sur localhost 8200. Donc, je vais pouvoir aller chercher. Alors, il faut que je lance Chrome, pardon. Hop, tac. Si je fais localhost 8200, bim, j'ai accès à mon Vault. Donc là, c'est le nombre de clés que je vais devoir générer pour que je puisse déceler mon Vault. Je vais zoomer. Voilà, normalement vous voyez mieux. Bref, va falloir là, il me demande de paramétrer le nombre de clés qu'il me faut pour pouvoir déceler mon Vault. L'avantage, c'est que on peut se dire, je vais générer 3 clés, je vais en donner une au CEO, une au CTO, une à celui qui gère le projet. Et donc, du coup, pour pouvoir déceler mon Vault et le receller, je vais devoir avoir ces 3 personnes-là qui ont chacun leur clé pour pouvoir le déceler. Donc là, en l'occurrence, pour la démo, je vais en mettre qu'une. Sinon, ça va être un peu chiant à le déceler. Donc, il est là. Je vais venir télécharger les clés. Redézoomer, excusez-moi, il va falloir que j'ouvre pour pouvoir prendre la clé. Hop, juste ici, je prends ma clé. Je lui dis, je veux te unseal, donc te déceler. Hop, et là, il me dit qu'il est décellé. Donc si je vais voir là, normalement, d'ici très peu, il devrait passer, hop, en ready. Là, normalement, je peux supprimer mon port-forward, lui dire, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, et accéder à mon Vault en faisant un vault.gitops.demo. Hop, voilà. Et on voit bien que je suis accès en HTTPS parce que ma solution de gestion de certificats, elle a généré des certificats HTTPS qu'il fallait. Certificats TLF, pardon. Donc là, j'ai mon Vault. C'est bien. Je vais venir chercher ce qu'on appelle le root token. Ça, c'est le token qui me permet de m'authentifier au Vault et qui va permettre à mes applications et à tous ces trucs-là de m'authentifier auprès du Vault. Donc du coup, je vais le noter, juste au cas où j'en ai besoin après derrière. Hop, pardon. Et donc, du coup, il va falloir que je fasse une petite modification sur mes fichiers Terraform. Il va falloir que je lui donne le Vault token dans les variables. Donc, s'il te plaît, cherche-moi tout ça et remplace-moi tout ça. Voilà. Merci. Juste vite fait, ce qu'on peut regarder ici, par exemple, pour la configuration du Vault, il me dit j'ai besoin de 2 variables, j'ai besoin de l'adresse du Vault et de son token. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je vous ai montré avec Terraform, le fait de pouvoir avoir des variables pour pouvoir paramétrer votre infrastructure. Donc, c'est ce que j'ai fait là, en fait, c'est que chaque fichier avait un root token vide. Je l'ai remplacé en mettant le root token. Donc, on a notre Vault. On va vouloir... là, pour l'instant, il est vide. Il n'a rien dessus. Et il n'a notamment aucune manière de stocker nos secrets. Vault, il marche sur un principe, ce qu'on appelle de engine. Donc, c'est des façons de stocker des secrets, on va dire. Moi, je vais prendre le plus simple, c'est le key value. Donc, je vais avoir une clé, par exemple password, qui aura une value. La valeur, ça va être mon password. Donc, il va falloir créer ça. Donc là, on est dans la configuration de mon secret. Et là, je vais lui dire, crée-moi un engine key value qui s'appelle KVV2, tout simplement. Je lui dis, OK, voilà, il me l'a créé. Si on check en se connectant au Vault, ouais, c'est moi, vas-y. Voilà, il a créé le KVV2, nickel. Bon, j'ai une gestion de secrets. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait, par exemple, on peut se dire, j'aimerais bien avoir de la visu sur mon cluster. Qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais déployer toute une stack de monitoring. Bon, c'est parti. On déploie notre stack de monitoring. Là, il me dit, ah, attends, il y a un souci. Je ne trouve pas le mot de passe du Grafana. Grafana, c'est une solution qui va nous permettre d'afficher des graphiques avec toutes les statistiques de notre cluster, etc. Vous verrez après, c'est très graphique, donc on va pouvoir voir ensemble ce que c'est.
Mais là, dans un premier temps, il va falloir que je crée mon mot de passe pour Grafana. Donc je vais le faire. Je lui dis Vault, s'il te plaît, crée-moi le mot de passe de Grafana. J'avais noté un petit mot de passe ici. Hop. Voilà. Là, si je relance le Terraform, il a réussi à trouver le secret et il va venir me déployer toute une stack de monitoring et aussi, bien sûr, générer les ressources pour l'exposer au public en HTTPS. Donc je lui dis, vas-y, OK, crée-moi tout ça. Et si on regarde dans notre cluster, normalement, on devrait voir qu'il se passe quelques trucs, quelques processus qui sont créés. Toujours en train de créer. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est aller regarder vite fait comment est fait le module de monitoring. Donc, hop, je vais ici, monitoring. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me déploie un ensemble de ressources Kubernetes qui s'appelle kubeprometheus stack, qui va me déployer en fait plein d'outils qui vont exporter des metrics, donc des données d'analyse de tous mes processus qui tournent sur mon cluster et qui va venir scraper toutes ces données et me les afficher sur un graphique. Très globalement, c'est ce que ça fait. Donc là, on voit qu'il y a plein de trucs qui sont créés, plein de processus. Ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Là, vous voyez bien le nom Grafana. Je pense que vous voyez bien, j'ai assez zoomé. C'est ce truc-là qui va être l'interface qui va nous afficher nos graphiques sur toutes les statistiques, etc. Alors, il faut savoir que ce truc-là, ça met un petit peu de temps à se déployer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est continuer à fouiller un petit peu dans comment j'ai créé un peu tous ces trucs-là. Notre prochaine étape, une fois qu'on aura déployé notre monitoring, qui est juste ici, avec les outils, etc., ça va être de déployer toutes les dépendances à notre application. Notamment, là, j'ai créé une petite application qui a besoin d'une base de données. Donc, du coup, dans les dépendances de mon application, dans l'environnement app, j'ai créé un petit module qui s'appelle Storage, qui va me permettre de déployer toutes les logiques de stockage de mon application. Et si on regarde dans le module Storage, on voit qu'en fait, ça déploie une Postgre avec un petit mot de passe, etc. Donc, si on revient à ça, on a notre Grafana qui est bientôt prêt et la stack qui devrait être quasiment déployée. Hop, là, le Grafana est passé en ready. Il y a toujours un truc à créer encore derrière. Voilà. Et là, il m'a dit, c'est bon, j'ai ajouté tous tes trucs. Donc, j'ai une stack de monitoring qui est OK. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'aller voir le Grafana, voir s'il est bien up. OK. J'ai noté le R que j'ai oublié. Grafana. Hop. Alors là, il n'a pas encore généré mon certificat TLS parce qu'il est juste là, le challenge. Voilà. Là, normalement, ça devrait être OK. Voilà. Là, j'ai accès à mon dashboard. Et souvenez-vous, juste avant, j'avais mis un petit mot de passe. Hop, je vais prendre le mot de passe, je vais me login, admin, avec ce mot de passe. Bim. Et voilà, j'ai accès à mon dashboard. Donc pour l'instant, la stack elle vient d'être déployée. Elle a besoin de temps pour enregistrer des métriques, etc. Donc si on va regarder les graphiques, pour l'instant, ils vont être vides. Donc ce que je vous propose, c'est de laisser ça là. Et si jamais on a le temps à peu près derrière, on reviendra sur le graphe pour un peu visualiser tout ce qu'on peut voir sur notre stack de monitoring. Donc c'est OK. On a dit juste avant qu'il fallait déployer toutes les dépendances de notre application, notamment la base de données. Donc on va venir dans App, on va venir appliquer l'infrastructure qu'il nous faut pour la base de données et nous dit, bah écoute, je ne trouve pas le mot de passe de la base de données. Donc on va venir le créer. Hop. On retourne ici, on fait create secrets, et on lui dit, tac, tiens, le mot de passe de la base de données. Ne réutilisez pas les mêmes mots de passe, s'il vous plaît. Là, c'est pour la démo. J'applique la base de données. Il me dit, j'ai juste un truc à ajouter. Bah forcément, je n'ai pas de ressources pour exposer ma base de données parce que toutes les communications se font en interne. Donc, je lui dis oui, je veux bien que tu appliques. Et là, on regarde, hop, j'ai une Postgre qui a pop sur mon cluster. Donc, Postgre, c'est une solution de base de données de type SQL. Donc la base de données est en train de se déployer, voilà. Et là, il me dit, c'est bon, c'est OK. Normalement,
j'ai toute mon infrastructure et tout ce qu'il faut pour que mon application puisse tourner. La base de données, le mot de passe de la base de données qui est enregistré, même carrément une stack de monitoring, etc. Le dernier truc qui me manque, je vous ai dit, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de déployer l'application. Donc il va falloir créer une logique de déploiement. Juste avant, je vous ai parlé d'Argo, un petit outil qui permet de regarder ses repos et de déployer automatiquement si jamais il y a des modifications. Donc c'est ce qu'on va déployer. On a une logique de déploiement où on déploie un Argo. Donc je vais faire Terraform Apply, et là il me dit, j'ai besoin de deux trucs. J'ai besoin du mot de passe de Argo, forcément. Je vais aller lui donner dans un premier temps. Hop, hop. Password. Tac. Tac. Je lui ai donné le mot de passe du Argo. Et ensuite, il me dit, si vous regardez bien, il me dit qu'il a besoin d'une clé SSH. En fait, ça, c'est parce que Argo, pour pouvoir regarder votre repository, il a besoin d'avoir un accès en fait, à ce repo. En read-only, pas besoin qu'il écrive dedans, mais il a besoin de pouvoir regarder ce qui se passe. Donc du coup, il va falloir qu'on génère une clé SSH. Donc on fait un SSH keygen. Oui, mets-la-moi là. Overwrite, oui, s'il te plaît. Pas de passphrase. Hop. On va venir chercher la clé privée et la donner à notre Vault, du coup, qui va venir stocker, parce que ça stocke des mots de passe, mais ça peut stocker des clés privées, des certificats, plein de trucs. Donc du coup, on la met ici. Private underscore key. À quel chemin tu me la veux? Tu la veux juste ici. Bim. Et ensuite, je vais venir configurer mon repo, juste ici, pour lui dire, bah, du coup, cette clé-là, fais-lui confiance, elle a le droit de lire. Donc je vais dans les deploy keys, j'ajoute une clé. Il va falloir que j'aille chercher la signature publique de ma clé, qui est juste ici. Tac. Le nom de ma clé, ça va être Argo CD. J'ajoute la clé. Je mets mon mot de passe. Et bim, j'ai ma clé configurée. Donc du coup, si je reviens là et que je déploie, je vais clear, et que je déploie mon Argo, elle me dit, tu as 3 trucs à déployer. De quoi exposer le Argo au public. Toute la configuration du Argo, je vais vous montrer un peu derrière. J'ai fait ça de manière déclarative parce que on a dit qu'on ne voulait pas passer par l'interface graphique. Je vous montrerai ça juste après. Et ensuite, déployer le Argo lui-même. Donc je lui dis oui, vas-y, déploie-moi tout ça. Si on regarde sur notre cluster Kubernetes, on devrait voir apparaître dans pas très longtemps tous les processus qui servent à gérer Argo. Si on va regarder un peu derrière en attendant, dans Deployment, ici, on a du coup voilà, la configuration de notre Argo. Donc, ici, je viens chercher le mot de passe admin sur le Vault. Je viens de déployer mon Argo en lui disant, là, voici mon mot de passe admin. Je crée tout ce qu'il faut pour l'exposer, etc., etc. Et donc là, j'ai mon Argo qui est en train de se créer. Hop, là, il me dit tout est ready. Voilà. Donc, il a déployé. Il est en train de générer le certificat TLS pour pouvoir faire du HTTPS dessus. Donc, je vais lui dire argo.gitops demo agomaze. Ne fais pas ça. .fr. Tac. Pas encore généré. On attend un petit peu. Le temps que ça génère, c'est OK. Voilà. Et là, j'ai mon Argo. Il est déployé. Je fais une gourde. Je fais une gourde, ça arrive, c'est l'effet démo. Ce qu'il faut savoir, vite fait, je vous explique pourquoi j'ai fait une gourde. Sur le Vault, quand on regarde, prod deployment, Argo CD, admin, password, le mot de passe, je lui ai mis mon mot de passe en clair, comme ça. Mais il faut savoir qu'Argo, quand il se déploie, quand vous lui donnez le mot de passe que vous voulez, vous avez besoin de lui donner le mot de passe qui est haché, avec un outil qui s'appelle bcrypt. Et je l'avais haché juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est un bon exemple, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment je modifie mon infrastructure, parce que c'est une chose que je peux faire. Je vais créer une nouvelle version de mon secret et je lui dis password, c'est plus le truc en clair, mais c'est mon truc haché. Voilà. Je sauvegarde, là je lui dis voilà, c'est OK. Et donc du coup, bon, là j'ai mon Argo, je ne peux pas encore m'y connecter parce que j'ai le mauvais mot de passe. Par contre, je retourne là-dessus, je fais un Terraform Apply,
avec le module, ce que je vous ai montré juste ici, le data vault kv secret argo cd admin password, il est allé appeler vault et il a vu de lui-même, via la gestion de son state, que le mot de passe avait changé. Et du coup, là, il est en train de me dire, écoute, là, il y a 2 trucs à changer. Il y a l'ingress parce que forcément, il a déployé le service. Et donc, bref, c'est un peu technique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais surtout, ce qu'il a vu, c'est que le set sensitive, donc là où il y a mon mot de passe, il a vu que ça avait changé. Il ne me l'affiche pas parce que c'est un secret, donc je lui ai dit de ne pas me l'afficher. Mais il a vu que ça avait changé. Donc je lui dis, s'il te plaît, change-moi mon mot de passe. Il est en train de modifier toute la configuration du Argo. Ça ne devrait pas prendre longtemps parce que c'est juste une modification de mot de passe. Et donc c'est pour vous montrer un peu vite fait la puissance des outils GitOps et de Terraform, c'est que vraiment j'ai fait une modification, il a lui-même détecté que j'ai fait la modification. Là c'est changé. Et on croise les doigts. Admin. Je vais venir chercher mon petit mot de passe en clair. Hop. Sign in. Et bim. Là, je suis sur l'interface d'Argo. Ça se présente un peu comme ça. Vu que je l'avais paramétré de moi-même, je vais zoomer. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Vu que je l'ai paramétré de moi-même, on a déjà nos applications qui sont censées tourner. Donc ça, c'est toute la couche applicative que j'ai créée moi-même, que j'ai codée moi-même, avec un petit front-end et un back-end qui est répliqué 3 fois. C'est 3 fois le même, World Service 1, 2 et 3. Là, il me dit, il y a un petit souci. Il n'y a pas d'application. Forcément, je ne l'ai pas déployé. Donc du coup, je vais lui dire, il faut que je dézoome. Je vais venir déployer mes applications dans un premier temps. Donc je lui dis, vas-y, déploie tout. Donc tout est en train de se déployer. Voilà. Et pendant que ça se déploie, ce que je vais vous montrer, c'est un peu comment j'ai configuré mon Argo. J'aurais pu, si vous déployez un Argo comme ça, tel quel, ici, ça sera vide, bien évidemment. Ça, c'est parce que je l'ai préconfiguré de manière déclarative. On pourrait très bien faire new app et dire voilà, je veux créer une nouvelle application, elle est à tel endroit, mais on a dit qu'on voulait respecter la philosophie GitOps. Donc on fait tout dans des fichiers, on ne fait pas avec l'interface graphique. Si on va voir ici le code, de ce côté-là, dans la configuration de mon Argo, ici j'ai créé de quoi paramétrer mon Argo. Donc ici on retrouve bien mon repo GitHub sur lequel il y a mon application. Le projet dans lequel il va déployer mon application. Et ici, toutes mes applications, donc le back-end version 1, avec les configurations de variables d'environnement qu'il faut, back-end version 2, avec des configurations qui changent. Voilà. Et juste ici, on retrouve notre front-end. Voilà, il dit je déploie sur ce repo-là, sur le cluster sur lequel tu es déployé, avec telle valeur. Donc ça c'est une grosse puissance du GitOps. Là, il me dit mes applications, elles sont déployées. Si je regarde dans mon cluster, dans mes processus, on a notre front-end, World Service 1, 2 et 3. Donc là, normalement, si je tape www.gitopsdemo, hop, on arrive sur le front-end. Tout est nickel. On a chaque petite boîte qui va venir parler aux différents services qui sont ici. Donc du coup, comme ça, on va pouvoir venir voir si tous nos services sont en bon état de fonction, etc. Donc là, il ne m'a rien généré parce que ma base de données, elle est vide. Juste pour vous expliquer, c'est une petite application facile qui vient chercher un mot aléatoire dans la base de données et qui va venir l'afficher sur le front-end. C'est très simple et c'est un petit truc que j'ai fait en JavaScript. Donc tout est vide, donc je vais ajouter des mots. Bonjour, par exemple. Je vais venir ajouter un deuxième mot dans le service 1, hello. Comme ça, vous allez voir que c'est un peu random. Alexandre. Hop. Nicolas. Et dans le service 3, je vais rajouter des noms de famille. Gomez. Et Flagey. Hop. Et je vais venir refresh mes Word. Et là, il a bien trouvé les back-ends. Et donc, du coup, voilà, toute l'application marche bien. Donc, du coup, on a tout un cluster dans lequel on a une logique de monitoring, des applications, une logique de déploiement. L'infrastructure est bien configurée et tout ça a été fait tout ça a été fait sur des fichiers qui ont pu être versionnés par Git, bien évidemment. Tout à l'heure, je vous avais dit que le Grafana il avait besoin d'un petit peu de temps pour checker les métriques. Donc,
On va pouvoir aller regarder. Énorme, j'ai 99,1% de uptime. C'est moins qu'AWS. Mais voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question là. 1, 2, 1, 2, ouais. Oui, du coup, tu parlais de Shield Secret pour gérer la gestion des secrets et tout. Pourquoi pas utiliser tu as utilisé Vault, du coup, pas utiliser les engines de Vault, typiquement, genre générer les passwords dynamiquement pour que tes applications, elles n'aient même pas besoin de connaître les secrets à l'avance et que du coup, c'est par exemple l'injecteur de Vault qui les injecte au moment où l'application démarre. Et du coup, chaque fois qu'elle redémarre, ben, elle a un nouveau password qui est généré. Ouais, Parce que du coup, c'est la logique de Vault de faire du short life token. Donc, ouais, de l'injection de secrets, etc. Ouais. Je voulais présenter. Là, dans ma démo, j'ai pas eu le temps de mettre en place tout ce qui est injection de secrets et tout. Je l'ai fait. Je me suis pris un peu trop tard, malheureusement. Mais dans tous les cas, je vais continuer à la faire évoluer. Et j'aimerais bien à terme faire un truc avec l'injection de secrets via Vault, etc. dans les variables d'environnement de mes applications. Et j'aimerais bien aussi mettre en place des solutions de rotation de secrets et tout, comme je vous ai dit, parce que c'est un terrain que j'aimerais bien découvrir. Donc effectivement, là, dans la démo, on l'a vu, hein, j'ai mis mes mots de passe à la main de manière graphique. C'est d'ailleurs le seul truc que j'ai fait de manière graphique. Donc c'est pas trop GitOps, ça, pour le coup. Mais j'avais pas eu le temps de setup tous ces trucs-là, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ok, merci. Ouais, donc autre question, c'était super talk, hein. Vraiment belle démo et puis belle intro. Dans l'arborescence, dans ton VS Code, là, ouais. J'ai cru voir, donc il y avait prod et pré-prod, hein, une arborescence, je ne sais plus si c'était dans Vagrant ou ouais, c'est dans le Terraform, la prod et la pré-prod. Donc, ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est une duplication entre les deux ou, parce qu'après, par ailleurs, j'ai vu que tu as utilisé un pré-prod, enfin des valeurs pré-prod, enfin un YAML pré-prod et un YAML prod. Ouais, là, c'est une duplication de l'infrastructure. En gros, ce que je vous ai fait là dans la démo, c'est que j'ai juste déployé la production parce que si on va venir déployer les deux environnements, ça m'aurait pris trop de temps. Mais dans la démo, ce que j'ai fait, c'est que donc là, vous avez vu un peu tous les fichiers de prod. En fait, la pré-prod, ça va être exactement la même chose, mais avec les valeurs de pré-prod. Donc par exemple, là, j'ai pas mis de quota. Mais ça va, tout ce qui est globalement, normalement, la pré-prod, c'est censé être que des modules parce que c'est ce qui est mimiqué de la prod. Donc du coup, vous regardez la pré-prod, c'est en fait la même chose, juste ça réutilise les modules et ça les paramètre comme je veux pour que ce soit en pré-prod. Là, on a le monitoring, il réutilise le module monitoring tool. Donc c'est globalement la même chose en fait au final. Ça réutilise les mêmes modules. À la seule variation que si jamais je suis en pré-prod, par exemple, j'ai supprimé mes quotas, etc. Du coup, pour Kubernetes, est-ce que les applications qu'on a vues là, la liste de toutes les applications, ouais. c'est pas des conteneurs du coup, c'est vraiment des applications qui sont installées sur. Non, c'est des conteneurs. Ouais. Tout ça, c'est des conteneurs, ouais, d'accord. ouais, Okay. Tout ce qui est là, c'est des conteneurs qui tournent. Si tu regardes, on rentre dans le Vault, voilà, on a la liste des conteneurs qui tournent. Okay. C'est juste que je vous ai abstrait certains trucs parce que j'avais pas le temps de vous expliquer comment ça marche Kubernetes, mais en gros, ce que tu vois ici, c'est une liste de pods, et un pod, c'est un ensemble de conteneurs qui vont marcher ensemble de manière logique, quoi. Donc du coup, si on zoome dedans, on voit les conteneurs ici qui tournent. Okay. Et si tu rezoomes derrière, tu peux même voir l'image qui est utilisée. Image, voilà, HashiCorp Vault. Et dernière question, j'ai peut-être raté un truc, mais le Ansible, j'ai pas vu où ça a été démarré, si ça a été démarré. Ouais, c'est ce que je disais dans le Vagrant, en fait. Justement, c'est ça qui est un peu automagique, c'est qu'avec Vagrant, on peut importer des modules, notamment un module ici qui lance un Ansible. Ouais, et donc, du coup, en fait, l'avantage, c'est que du coup, dès que mes VM étaient up, le Vagrant, il a fait les VM, elles sont up, donc je vais direct lancer le Ansible. Je ne vais pas attendre l'interaction de l'utilisateur pour qu'il lance le Ansible. J'aurais pu supprimer cette partie-là et me dire, je vais lancer mon Ansible à la fin, une fois que mes VM, elles sont up. Dans la logique GitOps, du coup, est-ce que j'ai vu que tu avais un dossier GitHub, tu as sûrement une action pour appliquer les Terraform? Alors non, mais ouais, c'est très malin de dire ça. Là, c'est juste de la logique pour moi en interne, des build and push, des trucs de test et du versionning.
Mais par contre, c'est vrai que tu pars sur un bon, ça part d'un bon fond. Il y a l'avantage, vu qu'on a nos fichiers, etc., c'est qu'on peut se dire, ah bah, moi, sur mon repo sur lequel j'ai mes Terraform, quand je fais une feature branch et que je développe une feature pour créer de l'infrastructure, je peux peut-être me dire, bon, bah, quand je merge sur main, je vais automatiquement apply. Parce que là, vous avez vu, j'ai tout fait ça à la main. J'ai fait des Terraform apply pour déployer mon infrastructure. Mais en fait, tu peux très bien dire, bah, c'est pas moi qui va faire les Terraform apply, mais c'est une CI quand je merge sur main ou de manière, je sais pas, des schedules. Après, tu peux imaginer un peu ce que tu veux. D'accord, merci. Merci encore Alexandre, c'était vraiment un super talk. Merci. Et puis, voilà, vraiment super talk, surtout pour ton premier talk. Et donc maintenant, on va passer à la fin. Donc c'est